Peuple de France, tu te plains d'être traité par tes dirigeants comme de la merde, mais reconnais que tu te comportes comme de la merde. Sujet du jour, Davos, Bilderberg, la commission trilatérale. Excellent sujet. Alors, le but de ces diverses conférences, puisque Davos, ce sont des conférences, hein, ce sont des organisations qui permettent la rencontre de chefs d'entreprise, de dirigeants politiques, éventuellement associatifs. Les détracteurs disent le but c'est le libéralisme ou l'ultralibéralisme au niveau mondial. En réalité, c'est bien plus de faire se rencontrer. Le but de ces conférences est de provoquer la rencontre de dirigeants et de chefs d'entreprise pour déterminer de nouvelles lubies réglementaires qui vont permettre de créer des business qui vont permettre de créer, de racketter le peuple et de mettre en place des réglementations et divers commerces qui feront la richesse de quelques-uns et qui feront la ruine des autres. Donc c'est ça le but de ces organisations, donc elles sont détestables dans ce sens-là. Alors, beaucoup de détracteurs disent, mais nous, on est anticapitaliste. Alors, il faut comprendre l'anticapitalisme, ce que c'est. D'abord, le capitalisme, qu'est-ce que c'est? Le capitalisme existe depuis qu'il y a du capital. C'est-à-dire depuis que nous ne sommes plus des chasseurs-cueilleurs dans la jungle ou dans la savane ou dans la forêt, et depuis qu'on a un cheptel, de l'agriculture et autres, eh bien, nous sommes entrés dans le capitalisme. Voilà. Il y a trois formes de capitalisme. Il y a un capitalisme libéral. Le capitalisme libéral, qu'est-ce que c'est? C'est la personne qui a du capital, qui investit des fonds. Si elle réussit, elle peut faire fortune. Et si elle échoue, elle perd son capital. Bon. Il y a une deuxième forme de capitalisme, qui est le capitalisme mercantiliste. Alors le capitalisme mercantiliste, il investit des capitaux, il investit ses fonds. S'il réussit, il gagne de l'argent. Et s'il échoue, c'est le contribuable qui paye. Et le but de Davos, la trilatérale, de toutes ces organisations Bilderberg, c'est la mise en place de contrats mercantilistes. C'est-à-dire où on va investir, vous allez avoir des Bill Gates, vous allez avoir un certain nombre de milliardaires. Alors, pas forcément Bill Gates, parce que lui, il a fait fortune en vendant des logiciels à des particuliers, des entreprises, et donc il n'est pas tellement dans ce trip-là. Mais un certain nombre d'entreprises qui vivent des commandes publiques, et qui, si elles échouent, font payer la note aux contribuables. C'est ce qu'on appelle le capitalisme mercantiliste. Puis il y a une troisième forme de capitalisme qui n'existe quasiment plus aujourd'hui parce qu'elle a fait complètement faillite, c'est le capitalisme socialiste, où là, effectivement, celui qui investit, il n'a aucun espoir de gagner quoi que ce soit parce qu'en fait, c'est un fonctionnaire de type soviétique ou chinois à l'époque de Mao. Et puis s'il échoue, il n'aura aucune sanction non plus, mais en général, même plutôt, il monte en grade, où là, effectivement, il y a une déconnexion complète entre le capital d'investissement et le besoin des citoyens. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, effectivement, à travers ces conférences de type Davos, c'est le capitalisme mercantilisme à l'échelle mondiale. Et l'une des grandes marottes de ce capitalisme aujourd'hui, c'est notamment tout ce qui est projets écologistes mondiaux. Il est extrêmement intéressant de voir que, par exemple, quelqu'un comme Christine Lagarde, qui est présidente du FMI, faire conférence sur le réchauffement climatique. Quel rapport avec le FMI? Il n'y a pas de rapport. Quel rapport avec le Fonds monétaire international? Aucun. La véritable intention de ces gens-là, c'est de mettre en place une fiscalité mondiale, de lever, c'est notamment le cas de l'accord de Paris, le fameux accord de Paris qui a été rejeté par Trump. Le but, c'était de lever 100 milliards d'euros d'impôts pour les redistribuer, alors on va dire à l'Afrique, on va dire c'est formidable, on aide les Africains, en fait on n'aide pas les Africains. On distribue à des entreprises qui, en Afrique, vont réaliser des opérations, soi-disant pour protéger l'environnement, etc. Donc aujourd'hui, Davos, la trilatérale, etc., sont surtout des conférences mercantilistes, donc d'un capitalisme dégueulasse, où si je réussis, eh bien, je fais fortune, si j'échoue, c'est le contribuable qui paye, ou bien directement, eh bien, le contribuable, on va le mettre à contribution, parce que c'est un esclave, et c'est un esclave parce qu'il accepte de rester un esclave. C'est un peuple de France, peuple d'esclaves. On en revient toujours à la même chose. C'est cela, en réalité, le Davos et ces fameuses commissions. Un mot quand même sur l'aspect anticapitaliste et l'aspect socialiste. C'est que beaucoup de gens sont authentiquement, effectivement,
sont anticapitalistes de manière viscérale et de manière, on va dire, un petit peu irrationnelle. Alors, d'où est-ce que ça vient? Ben, ça vient du fait que notre espèce vient de la savane africaine, et il y a 6 à 7 millions d'années, notre espèce s'est séparée de l'espèce des chimpanzés, qu'on appelle les paninés, donc les hominidés d'un côté, les paninés de l'autre. Donc on a vécu pendant 6-7 millions d'années en fait en tant que chasseurs-cueilleurs. Jusqu'à il y a 5000 ans, 10 000 ans où on a inventé l'agriculture, on a inventé l'élevage. Donc on a quand même un background de chasseurs très important derrière nous. Et le chasseur-cueilleur, son économie, c'est je tue un animal et je le mange, et je le partage équitablement entre les membres de la tribu. Donc celui qui ne peut pas chasser parce qu'il est jeune, parce qu'il est vieux, parce qu'il est malade, parce qu'il est blessé, il va manger la même chose que les autres. C'est normal, on prend un gibier, on le découpe. Et cet esprit-là, il reste dans l'esprit de ce qu'on appelle aujourd'hui les socialistes, des gens qui disent on va tout partager, on va se mettre autour de la table et puis on va couper la galette en parts égales. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le capitalisme a besoin on a besoin de laisser celui qui a épargné investir et bénéficier du fruit de son épargne. Parce que s'il ne peut pas le faire, il n'investira pas. Et s'il n'investit pas, il ne peut pas créer de nouveaux services, de nouveaux biens. On est tous très contents d'avoir chez soi l'eau, l'électricité, le téléphone, etc. Mais toutes ces inventions, à la base, ont été inventées par des entrepreneurs. Edison, Bell, Graham Bell pour le téléphone, etc. Marconi, etc. Donc ce sont des gens qui ont investi et qui ont parfois fait fortune, parfois pas fortune, parfois ils ont fini ruinés aussi, les entrepreneurs ou les ingénieurs ou les grands inventeurs, ils n'ont pas tous fini milliardaires. Mais on a besoin, si on veut vivre dans ce confort, et aujourd'hui je constate que dans l'humanité, il n'y a personne qui est retourné vivre dans la jungle. Il n'y a personne qui est retourné chasser le gibier, parce que c'est peut-être sympathique quand on fait un week-end de chasse, mais vivre toute l'année de chasse et de pêche, c'est pas évident. Donc voilà, le passage à la société capitaliste, elle est pas évidente, parce qu'il faut bien comprendre la distinction entre capitalisme libéral, où je prends des risques, si j'échoue, je perds mon capital, si je réussis, peut-être que je fais fortune, et le capitalisme mercantiliste, où je ne peux que gagner, puisque c'est le contribuable, l'esclave contribuable qui paye. Voilà. Avez-vous des questions sur Davos, Bilderberg, tout ça? Mon commandant, le libéralisme économique, c'est donc davantage d'inégalité pour vous? Alors effectivement, le libéralisme économique, c'est la conséquence du capitalisme libéral, c'est davantage d'inégalité. Mais j'ai envie de dire le capitalisme mercantiliste aussi, et le capitalisme socialiste aussi, parce que les gens qui vivaient dans des dachas et qui mangeaient du caviar à la louche, qui avaient des domestiques et des grosses limousines, c'était aussi la réalité. Maintenant, effectivement, pour revenir sur le capitalisme libéral, il est évident que l'entrepreneur dans ce système-là gagne plus, en tout cas ses revenus progressent plus rapidement que le cadre, les revenus du cadre progressent plus rapidement que les revenus de l'employé, et les revenus de l'employé progressent plus rapidement que les revenus du chômeur. Donc ça, effectivement, c'est l'inégalité. J'observe que le pays le plus égalitaire d'Europe, c'est la Moldavie. Le salaire moyen est autour de 300 $ ou 300 € par mois. Il y a très peu d'inégalités, parce que il y a quelques millionnaires, mais il n'y a pas de milliardaires, ça ne monte pas très loin. Alors que le pays le plus inégalitaire d'Europe, c'est Monaco. Un millionnaire gagne 1000 fois moins qu'un milliardaire. D'accord ? Il y a une plaisanterie qui dit à Monaco, le soir, les milliardaires ont peur, parce que les millionnaires rôdent. Voilà. Donc voilà, après la question qu'il faut se poser, c'est préfère-t-on vivre dans une société très égalitaire? Vous allez en Afrique, vous allez en Centrafrique, dans des pays très pauvres, voilà, il n'y a pas d'inégalité. Le plus riche du village, il a 3 chèvres, le plus pauvre, il a une chèvre. Bon, c'est un rapport de 1 à 3, c'est pas très important. Pour autant, ces gens-là, ils vivent-ils mieux que les monégasques? C'est la question qu'il faut poser quand on parle des inégalités. D'autres questions? Oui, si l'on part de ce principe, alors les subventions sont utiles pour financer les services publics. Les subventions, oui, les subventions sont utiles pour financer les services publics. Après, la question, c'est les services publics sont-ils tous utiles? Et deux choses l'une. Soit ils sont véritablement utiles, alors à ce moment-là, ils pourraient très bien être assurés par des sociétés privées, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont les moyens mettent leurs enfants dans des écoles privées ou vont à l'hôpital privé ou autre. Soit le service, effectivement, est utile, il y aura toujours un entrepreneur pour le proposer et des consommateurs pour payer. Soit le service est inutile, mais alors pourquoi le contribuable devrait-il payer?
D'autres questions? Oui, le protectionnisme est nécessaire pour protéger les entreprises et nos emplois. Alors ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Le protectionnisme, on a tendance à dire, effectivement, ça va protéger, on va protéger les entreprises en mettant des barrières douanières, notamment, ou des barrières fiscales. Trump essaie de faire ça, en tout cas, c'est ce qu'il propose. En réalité, le protectionnisme est très mauvais pour l'économie, déjà parce qu'il est très mauvais pour le consommateur. Le moteur de la société de consommation, le dictateur de la société de consommation, c'est le consommateur. Si on met des barrières douanières, le problème qui se pose, c'est que soit le consommateur il achète les produits fabriqués dans le pays, et à ce moment-là, il va les payer plus cher, parce qu'elles sont, si elles sont protégées, c'est qu'elles ne sont pas forcément de bonne qualité et elles sont plus chères. Soit il va les importer, il va payer les taxes d'importation et il va payer plus cher, soit il va renoncer aux services ou aux biens qu'il voulait consommer. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Si le protectionnisme était si bien que ça, pourquoi il y a deux choses. D'abord, tous les empires qui ont régné sur le monde, que ce soit Rome, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit même l'Allemagne quand elle s'est constituée en le premier Reich allemand, etc., la première chose qu'ils ont fait, c'est supprimer les barrières douanières et donner qu'une seule monnaie. Et c'est ce qui a véritablement développé le commerce. Des pays comme l'Angleterre ont pratiqué pendant des siècles l'ouverture des marchés unilatérale. C'est-à-dire que les autres taxaient les biens qui étaient produits en Angleterre, mais les Anglais, eux, ne taxaient pas. Alors on peut dire, mais c'est un inconvénient, parce que... En fait, non. Parce que les Anglais, du coup, ça leur donnait du pouvoir d'achat. Et comme ça leur donnait du pouvoir d'achat, ben, ils ont fait fonctionner leur économie. Si le protectionnisme fonctionnait, on pourrait, par exemple, mettre des barrières douanières d'un département à l'autre. On pourrait mettre des barrières douanières d'un quartier à l'autre, à ce moment-là. Et créer des monnaies locales ou des monnaies extrêmement locales. On sait très bien dans la pratique qu'il faut créer des zones monétaires larges et il faut avoir des marchés ouverts pour que cela fonctionne. L'un des effets pervers de la libéralisation des marchés aujourd'hui, c'est qu'il a permis aux États sociodémocrates que nous connaissons aujourd'hui de survivre. Notamment lorsqu'on a créé l'Union européenne, on a en fait donné du pouvoir d'achat aux consommateurs européens. Et grâce à l'euro, on a supprimé les risques de change entre les monnaies, ce qui a permis la survie, paradoxalement, de l'État social-démocrate et donc de la répression fiscale qui va avec, de l'endettement public, etc. Donc voilà, le protectionnisme, en fait, ça ne fonctionne pas. Tous les empires protectionnistes ont fini par s'écrouler. L'un des grands drames, par exemple, d'un pays comme la France, et l'un des grands drames de l'empire napoléonien, par exemple, c'est qu'il était protectionniste. Alors les entreprises françaises étaient contentes parce qu'effectivement on se protégeait des produits, des biens importés. Mais l'inconvénient, c'est que on a réduit le pouvoir d'achat des Français. Et puis Napoléon a dû faire la guerre, a dû envahir l'Espagne et le Portugal, ce qui a été une catastrophe puisque les Espagnols se sont révoltés. Il a dû envahir la Russie parce que la Russie voulait faire du commerce avec l'Angleterre et comme il ne pouvait pas débarquer en Angleterre, il s'est dit je vais envahir la Russie, ça sera plus simple. Tu parles. Et l'empire napoléonien, en fait, s'est complètement écroulé du fait de son protectionnisme et du fait de son chauvinisme. Dans une certaine mesure, on peut dire, par exemple, qu'Hitler aussi a été, en fait, a adopté le modèle napoléonien, puisque le Troisième Reich allemand est également est un Reich extrêmement protectionniste, ce qui a également torpillé son économie et son économie de guerre. C'est un fait évident. Donc les empires qui ont réussi étaient des empires non protectionnistes, et les empires qui sont écroulés, c'est les empires qui ont versé dans le protectionnisme. C'est ça la réalité. Voilà. Ça s'explique, comme je viens de le dire, mais c'est quelque chose qui n'est pas évident, qui est un peu contre-intuitif. Je sais qu'il y a beaucoup de partisans du protectionnisme, mais ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionnera jamais pour les raisons que j'ai évoquées. Voilà. D'autres questions? On a fait le tour? On a fait le tour. Parfait. Donc, peuple de France, peuple d'esclaves, si tu veux rester dans cette situation, eh bien, continue de te soumettre à l'État, au protectionnisme, au fiscalisme, aux taxes, au radar. Sinon, effectivement, tu sais ce que tu as à faire. Entre dans la résistance, la vraie. Diffuse cette vidéo. Merci à la réalisation, merci à Pierre Gillet qui relaie ces vidéos sur Facebook. Et je vous dis à bientôt.